Bonsoir à tous. Euh, Ce soir, ce qu'on vous propose, en fait, c'est de revenir à la genèse en fait, de cette publication, des premiers travaux de la thèse École des Chartes au doctorat jusqu'au travail d'édition, puisqu'à chaque fois, le travail scientifique s'est transformé. Donc, on va vous présenter un petit peu ces métamorphoses en vous proposant non pas de reprendre les parties une à une, mais une sorte de voyage archivistique en Europe, ou du moins en France et en Espagne, et donc sous forme de voyage à travers les fonds d'archives. Et c'est à travers les fonds que Julien a étudié, jusque finalement aux archives contemporaines des presses universitaires et des échanges qu'on a pu avoir, qu'on va essayer de faire passer ce que Julien a étudié, c'est-à-dire l'histoire de la mise en place du consulat français à Barcelone et comprendre un petit peu quelle a été l'implication des consuls français, surtout Laurent Soleil, qu'il a particulièrement étudié, et comment ce consul se place au cœur de réseaux, le pouvoir royal, les pouvoirs locaux, la Généralitat de Catalogne, le vice-roi d'Espagne, le Conseil d'Aragon, et comment il joue en fait finalement avec ces réseaux, avec les informations qu'il peut grappiller ici ou là pour poser un certain nombre de pions et avoir une stratégie de représentation de la France, mais aussi une stratégie individuelle, personnelle, en tant que commerçant. Voilà, donc je laisse la parole à Julien. Bonsoir à tous, merci beaucoup d'être là, merci Étienne pour cette introduction. Il faut comprendre qu'au début, quand vous commencez, en particulier à l'école des Chartes, une thèse, vous arrivez en première année et on vous dit de trouver un sujet. Il faut absolument trouver un sujet et vous avez des cours en histoire du Moyen-Âge, antiquité tardive, ancien français, latin médiéval, etc., qui suscitent une grande curiosité intellectuelle des uns et des autres. Et là, finalement, quand vous êtes à l'école des Chartes, vous préparez aussi une vie professionnelle et vous devez déjà faire des choix. Voilà. On vous invite à vous décider rapidement. Et après, il y a plusieurs, on va dire, tempéraments qui s'expriment à ce moment-là. Dans mon cas, il y avait une volonté d'aller vers des sujets qui pouvaient déjà, je vais utiliser volontairement le terme particularisme, et quand on parle de Catalogne, c'est toujours très connoté. On a tous des tropismes quand on arrive ici, régionaux, on est plus côté langue, plus côté histoire des institutions, etc. Et pour ma part, j'avais, on va dire, deux caractéristiques. La première, c'est qu'effectivement, je ressentais un fort attrait pour l'histoire méditerranéenne plutôt, et économique. Et par ailleurs, j'appréciais beaucoup, c'est bizarre quand on a 18 ans ou 20 ans en l'occurrence, l'histoire des institutions. Et vous avez des cours là, de ce qu'on appelle la diplomatique, et donc vous commencez à travailler sur différents types de documents, et vous comprenez que le document raconte une histoire, et que le document, qu'il soit médiéval, de l'époque moderne ou contemporaine, sont des enseignements très enrichissants, et qui aujourd'hui, à l'aune de la désinformation ou de la validité de la source, sont très importants aussi à faire passer dans nos métiers au quotidien, qu'on soit archiviste ou bibliothécaire. Voilà, vous êtes en contact de ces documents, et j'ai rapidement souhaité comprendre davantage comment étaient structurés et comment circulaient ces documents. Donc ça part de la source, en fait, un travail sur, et là ça peut se traduire dans une édition de texte, quand voilà, un fond particulier qu'on va apprendre à connaître mieux et qu'on va travailler dans le détail. Et on va dire que j'ai plutôt un tempérament de recherche plus polyvalente, et donc j'ai plutôt cherché un sujet qui, de proche en proche, nourrissait une réflexion plus globale. Et il y a donc un professeur ici, tout a commencé avec un échange avec Olivier Poncet, qui est professeur je pense qu'il l'est toujours, de diplomatique à l'école des Chartes. Et il y avait un cercle de recherche à ce moment-là à l'Université Paris 1, puisqu'à l'époque nous étions dans les murs, non loin de l'Université Paris 1, bon, ça reste relativement près en étant ici, et qui se développait autour d'un chercheur qui s'appelle Wolfgang Kaiser, qui est spécialiste des cultures méditerranéennes. Donc c'est quelqu'un qui s'intéressait toute sa vie à comprendre, au-delà des clichés où on dit voilà, il y a les chrétiens qui n'avaient pas le droit de commercer avec les musulmans, qui n'avaient pas le droit de commercer avec les juifs, etc., qui s'est spécialisé sur le XVIe siècle en l'occurrence, et qui a démontré que des contacts existaient, que des manières
de permettre dans ce qui n'était pas permis exister. Et d'où cette première thématique qui est cet enjeu de commercer, d'échanger dans un contexte où normalement ce n'est pas permis, la guerre en l'occurrence. Et un des fonds qui était alors très peu, sur certains domaines très peu fouillé, et sur lequel auquel s'intéressait Wolfgang Kaiser, car il est 16e, c'était le fonds des archives de commerce donc marseillaise, qui est un fonds que je laisserai expliquer. Étienne présentera ce fonds juste après. Et c'est un fonds qui a la particularité d'avoir très peu d'inventaire. Donc c'est à la fois quelque chose qui est toujours angoissant, c'est-à-dire que vous partez dans une chasse au trésor sans être sûr qu'il y ait un trésor. Mais c'est ce qu'on peut vivre dans ce moment d'incertitude, premier moment d'incertitude, c'est ce qu'il y a d'excitant en fait, puisque vous savez qu'un document existait, vous savez que certaines choses, parce que vous êtes dans, c'est rationnel. C'est forcément, il y a eu des correspondances, parce que c'est des pratiques qui ont été vues par ailleurs, etc. Il y a un peu d'historiographie, donc vous trouvez des livres sur la correspondance voilà, de marchands d'Orient avec Marseille, etc. Et donc vous savez que potentiellement vous allez trouver quelque chose d'intéressant. Et voilà, vous descendez au sens où vous allez à Marseille, sur la Canebière. À l'époque, il était le long de la Canebière dans la chambre de commerce. Et vous explorez cela, et donc vous avez des pistes. Et vous revenez, vous échangez avec vos professeurs, etc. Puis on vous encourage à poursuivre une piste. Et la première piste était très institutionnelle du fait de l'enseignement au sein de laquelle je commençais cette recherche. C'était essayer de comprendre comment s'est construite l'institution de la Chambre de commerce de Marseille et comment elle a pu avoir de l'influence sur la politique économique française, en l'occurrence à la fin du XVIIe siècle, début XVIIIe siècle. Parce que cette institution, Marseille, c'est une référence dans l'histoire de la Méditerranée, dans l'histoire du commerce. Tout simplement, vous avez peut-être entendu parler des capitulations ou de la mise en place d'économie et d'une économie de commerce au XVIe siècle. On prête à François Ier les premières capitulations, en fait c'est Henri II, peu importe. Vous avez tout au long de la première moitié du XVIe et au tournant entre les deux moitiés du XVIe siècle, une mise en place d'un commerce, et c'est naturellement, pour des raisons évidentes de situation géographique déjà et d'histoire, Marseille qui va être le référent pour ces marchands français qui tentent l'aventure, qui partent, qui s'installent dans les échelles du Levant et qui ont besoin d'un référent. Et ce référent, cette jurisprudence, cette histoire de ce qui a pu se faire dans les siècles ou les années précédentes, c'est Marseille qui va cristalliser cette culture et cette compétence. Et lorsque, au XVIIe siècle, la royauté tente de développer une histoire et une politique économique en Méditerranée, et notamment au moment où on est entre la grande histoire et la petite histoire. La grande histoire, au XVIIe siècle, c'est un basculement, on va dire, d'une économie qui était très méditerranéenne vers une économie qui va être également avec l'Amérique latine, les grandes découvertes, certains monopoles, on y reviendra. Et la question, c'est comment l'État royal utilise cette expérience de la Chambre de commerce de Marseille. Comment la Chambre de commerce de Marseille se positionne dans cette volonté royale de développer une politique économique qui finalement va sortir de sa zone de confort marseillaise en allant vers la côte atlantique notamment. Et la première étude qui s'est faite, ça a été de travailler sur cette correspondance pour comprendre quels étaient les agents et comment circulait l'information entre Paris et Marseille. Et dans cette correspondance, il y avait des allusions, des échanges avec d'autres marchands. On voyait bien qu'il y avait une information, qu'il y avait une capacité, si vous voulez, il y avait un double enjeu. L'enjeu de lobbying, de Marseille, de faire du lobbying auprès de la royauté, en disant nous avons le savoir, nous pouvons nous positionner, etc. Mais l'enjeu d'autres ports atlantiques, de dire ah mais nous aussi, nous pouvons être de bons conseils, nous aussi, nous avons des intérêts économiques à défendre. Et on voit, là, ça se traduit par la création de tout un ensemble d'institutions que sont ces chambres de commerce. Marseille étant la première, et puis ça va essaimer le long de la côte atlantique notamment. Et par ailleurs, on sent bien, donc, au-delà de cet enjeu de lobbying institutionnel, le développement et la volonté de l'État royal de communiquer avec Marseille pour avoir des renseignements sur comment se passe l'économie, tout simplement, en Méditerranée, quels sont les produits, quel prix, etc. Parce qu'on est dans un moment où on bascule, on le sent bien, entre des marchands qui organisaient eux-mêmes leur économie, une communauté de marchands qui allait d'Alep jusqu'au port italien, principalement. Et après, il y avait un peu d'allusion au Ponant, ce qu'on appelle le Ponant, ça va être notamment l'Espagne, dont on va reparler. Et on voit bien qu'il est compliqué pour la royauté de comprendre
comment tout cela se passe et elle cherche à l'influencer et à mieux le connaître pour activer elle-même des réseaux. Et là, on en arrive à ce moment-là, peut-être si vous voulez, à une réflexion sur que fait-on de ce fonds, comment on peut en faire un travail original. Je rappelle que quand même la démarche essentielle du chercheur dès le début, c'est d'aller ou vers un fonds original ou développer une pensée et faire un pas de plus par rapport à ce qui a été fait. Donc évidemment, en parallèle de la recherche de ces fonds, c'est vrai que l'école des chartes a une tendance très liée à la source, mais il y a toute la tendance historiographique, évidemment, qu'il convient de développer quand on attaque un sujet, c'est-à-dire tout simplement se demander ce qui a déjà été fait ou dit ou écrit sur ce sujet. Donc voilà, vous regardez un peu, et il se trouve que dans les fonds marseillais ont énormément été travaillés les liens avec l'Orient, mais étaient très peu travaillés les liens avec l'Occident, et pour cause, les grands chercheurs qui avaient, en fait vous avez des archivistes et des historiens qui avaient développé toute une série de recherches sur ces liens. Il se trouve pour des raisons pour le coup de conflits éditoriaux, donc nous avons la chance avec Étienne, on s'est bien entendu, que certains ouvrages quasiment terminés, notamment sur tout le commerce de Marseille avec l'Italie et l'Espagne, n'ont jamais été publiés, sont restés dans les cartons, et l'auteur est décédé, sa famille a conservé les papiers, voilà. Donc un jour, cet ouvrage, nous aurons probablement accès à tout ce travail, puisqu'il a récupéré les documents originaux en plus, etc. Donc ça fait tout un pan de sources qui ne sont plus disponibles, car l'institution de la Chambre de commerce de Marseille est relativement baroque, puisque ce n'était pas du tout un endroit où il y avait des conservateurs de l'État qui accompagnaient le classement et les inventaires des fonds, etc. Mais c'était quelque chose qui était géré par la Chambre de commerce elle-même. Donc je me souviens de ma première expérience en archive là-bas, je regardais un peu les premiers écrits et les correspondances sous Henri IV, il y a déjà des correspondances avec la Chambre de commerce. Et la personne en charge de vous amener les collections prend l'ouvrage, l'inventaire des lettres, le jette dans un chariot type caddie de grande surface, et un seau en parfait état de la période d'Henri IV éclate au fond du chariot en question. Donc vous voyez ça, vous êtes dans l'école qui prépare à la conservation du patrimoine. Vous avez un premier émoi, on va dire, et vous dites il y a des enjeux qui dépassent votre sujet, mais qui sont dans des jeux. Voilà, c'est fragile un fond, c'est très fragile un fond d'histoire, et donc ça a été là, si vous voulez, le premier élément, ça a été donc comment se construit une institution, en l'occurrence la Chambre de commerce de Marseille, et c'est là qu'on commence à avoir de la correspondance consulaire. Mais je vais peut-être, Étienne, présenter davantage le fond en question. Et donc c'est là que tu vas croiser le nom de Laurent Soleil, consul de Barcelone, dans ses archives de la Chambre de commerce, donc qui étaient, quand tu y es allé, conservés dans le Palais de la Bourse, qui est sur la Canebière de Marseille, qui abrite le musée de la Marine. Et donc c'est là qu'on va commencer un petit peu notre itinéraire à travers les fonds d'archives. Dans le hall, on n'a pas de photographie à vous présenter, un hall magnifique avec un pavé de marbre noir et blanc qui accueille les visiteurs. Et en fait, cette chambre de commerce de Marseille, tu l'as dit, est très importante historiquement parce qu'elle a été créée en 1599. C'est la doyenne, même au niveau mondial, des chambres de commerce. Moi, il y avait déjà des consulats, de maires, mais des chambres de commerce instituées, c'est la première. Donc, elle a un rôle important dans l'histoire de l'organisation du commerce. Et donc, aujourd'hui, elle conserve, ou elle conservait, parce qu'en fait, les fonds vont être répartis dans différentes institutions. Ils vont quitter, ou ils ont peut-être même déjà quitté le Palais de la Bourse. Quand tu y étais, c'était conservé là-bas, mais aujourd'hui, ça va partir au MUCEM, aux archives départementales, aux archives municipales. Donc c'est quand même 4 km linéaires d'archives, 150 dépôts, 150 fonds d'archives qui contiennent les délibérations, la correspondance avec les consulats du Levant et de Barbarie, les papiers de négociants et aussi des correspondances qui concernent d'autres zones géographiques. Et pour toi, ça a été une source importante parce qu'elle t'a permis de croiser des informations avec d'autres fonds d'archives. Elle t'a permis de voir si le consul de Barcelone transmettait les mêmes informations à Marseille et à Paris et à Madrid. Donc on pourra peut-être parler tout à l'heure de l'exemple de l'affaire Roden, qui était un commerçant
dont les biens avaient été confisqués, les biens avaient été confisqués dans le port de Barcelone et qui transportait en fait des biens d'un commerçant marseillais. Donc la Chambre de commerce de Marseille intervient à Barcelone pour que le commerçant Rodin puisse retrouver ses biens. Donc c'est un fonds d'archives qui était particulièrement intéressant et qui a été fondateur pour toi. Donc maintenant, je te laisse commenter une des pièces. Alors, il faut comprendre, j'avais sur la diapositive précédente, l'année 1682. Quand vous attaquez un sujet, il faut poser des bornes à un sujet. Donc c'est toujours un exercice délicat, comme là aussi on le voit hein, historiquement. L'Université Paris 1 pose les bornes de l'époque moderne à la Révolution et Paris 4 à l'Empire, etc. Donc c'est des sujets toujours délicats de poser les bornes même d'une période. Et vous avez en 1682, c'est la première trace, donc on voit un consul, Laurent Soleil. On ne peut pas imaginer quand on commence un travail de recherche sous Louis XIV, quelqu'un qui s'appelle Laurent Soleil. Il y a un signe, il faut travailler sur cette personne. Et vous avez Laurent Soleil qui écrit, et on voit, c'est un consul, il s'annonce consul, et il justifie son titre, et il indique bien qu'il vient chercher du conseil. Alors il écrit pour deux raisons. Parce que tout le monde considère Marseille comme une référence. Et donc, on va y chercher du conseil, de la jurisprudence. Bonjour, j'ai telle situation, qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que vous l'avez déjà rencontré? Ou, voilà, j'ai quelqu'un de chez vous, d'un petit port près de Marseille, puisqu'il y a du cabotage. À ce moment-là, on commerce de proche en proche, de port en port. Et donc, j'ai quelqu'un qui arrive de chez vous, etc. Il y a telle situation, quel conseil me donnez-vous? Et puis, il y a un deuxième enjeu tout de suite qu'on va pointer. Vous allez voir que ici, on rentre dans l'histoire personnelle. Il se trouve que Marseille avait la responsabilité d'appointer les consuls du Levant. C'est-à-dire que, du fait de l'histoire et de l'historique qu'indiquait Étienne, c'est Marseille qui engageait les consuls au Levant et qui les rémunérait. Et évidemment, quand on commence à créer des consuls, c'est beaucoup plus tardif, une centaine d'années plus tard. Donc les consuls du Levant, c'est donc, au XVIe siècle. Et en Espagne et en Italie, ça va plutôt être dans la deuxième partie du XVIIe siècle. Eh bien, les prix qu'ont ces gens, ils sont marchands, hein, ces gens ils sont allés aussi en Orient, ils connaissent, ils sont allés voir le collègue, ils ont dit combien tu gagnes, combien te donne Marseille pour faire telle mission, et donc on les voit écrire à Marseille en disant ah mais moi j'ai un port qui est équivalent à tel port, et tel port il est chiffré, on dirait du mercato de foot si vous voulez, dans tel club ils sont payés tel prix, donc moi je mérite d'avoir tant, etc. parce que mon port il est aussi important, j'ai autant de trafic, j'ai telle difficulté comme un tel, etc. Et donc, ils essaient de se raccrocher à Marseille pour la négociation salariale. Et l'État, qui est dans un autre moment de son développement, c'est-à-dire que l'État Louis XIVien étant, sous Louis XIII et surtout sous Louis XIV, dans une démarche plus forte, d'État fort, on va dire, pour simplifier, veut tout de suite rattacher ses consuls à l'État et non pas laisser Marseille gérer en fait ses consuls, tout simplement pour choisir qui y mettent pour gérer leur politique économique. Et donc ça va être un des sujets présents dans toute la correspondance, c'est donnez-moi les moyens d'accomplir ma mission. Et ensuite, quand Marseille dira je ne peux pas vous payer, ils vont à chaque fois dire ah mais à Marseille ça se passe comme ça, donc il faut que ça se passe comme ça à Versailles. Donc on a ces deux grands thèmes qui ressortent de cette correspondance, qui est assez parcellaire, hein, qui n'est pas très importante. Mais il y a des lettres comme celle du 13 avril 1698 qui va d'ailleurs travailler, qui va être très importante pour le choix du sujet. On en revient quand même qu'il faut choisir un sujet dans tout ça. Il y a cette correspondance de 1698, cette lettre assez longue où le consul explique au sortir de la guerre de la Ligue d'Augsbourg comment s'est passée la guerre pour lui, tout ce qu'il a perdu et comment il est considéré désormais. Et là, on se dit qu'il y a un thème autour de la vie économique en temps de guerre. Et on voit d'ailleurs les lettres sont datées ou non de périodes de guerre ou de paix. Et on voit qu'on commence à avoir des dates limites, des bornes limites, c'est-à-dire des bornes où normalement le commerce est interdit, qu'il y a des questions sur du commerce qui est en train de se faire. Donc tout de suite, il y a des preuves évidentes que, alors que le roi de France est en guerre avec le roi d'Espagne, que normalement il n'y a pas de commerce permis, etc., eh bien, il y a une activité économique, il y a des questions qui circulent, etc. Donc on en vient à essayer de s'interroger sur cette personne du consul, donc là dans une démarche d'histoire des institutions, et en fait on se rend compte que le consul, depuis le Moyen-Âge, il a une triple dimension. On connaît tous la notion de consul aujourd'hui, le diplomate, qui est en fait
l'héritier direct de ce genre de personnage, celui qui assure une représentativité de l'État dans un pays étranger avec un droit d'exercer un tel pouvoir. Il y a un autre consul qu'on peut connaître quand on s'intéresse un peu à la vie du Moyen-Âge, qui est l'équivalent du capitoul, du maire, enfin celui qui exerce un pouvoir dans une ville, au sein donc, du royaume. Et il y en a un qui s'est un peu perdu, et qui existait originellement, qui était sur le bateau. Et en fait, le consul sur mer, qui partait avec les marchandises au cas où il y a un problème pour juger sur le bateau des problèmes il peut y avoir par exemple une histoire de quarantaine, des problématiques de perte de marchandises en cours de route, etc. Et finalement, ce titre, petit à petit, cette mission va aller au consul qui est dans le port. Et quand les marchandises arrivent, il y a des documents, on appelle ça notamment un manifeste, qui explique qu'est-ce qu'il y a comme cargaison. Et ensuite, ce sont avec les autorités portuaires que le consul va négocier si jamais un bateau n'a pas le droit de rentrer dans le port, etc. Donc, c'est pourquoi il va y avoir à ce moment-là, donc phase d'école des chartes, donc le master va être une première étape avec d'un côté une histoire des institutions, qu'est-ce que cette institution consulaire, et d'autre part, cette correspondance, ce consul, comment la Chambre de commerce de Marseille est une référence pour ces consuls et qu'est-ce qu'ils lui demandent, comment ils échangent et à quel rythme, quelle est la régularité de cette correspondance. Et donc, arrive un moment où il faut aller au-delà. Ça ne suffit pas, on a un petit fond, quelques dizaines de lettres, etc. Et évidemment, on va voir qu'est-ce que répond Versailles à ça, puisque la Chambre de commerce échange avec Versailles. Il faut voir s'il y a eu des réponses, s'il y a eu des interprétations, s'il y a d'autres sources que cette Chambre du commerce pour comprendre comment tout ça se passe. Et il y a le tropisme barcelonais qui est lié au fait que vous regardez évidemment du côté des langues que vous savez lire, par exemple. Et pour connaître l'environnement, l'italien, voilà, je trouve que quand vous avez fait vos études proches de la frontière espagnole, vous avez plus étudié l'espagnol que l'italien ou l'allemand. Donc je me dis, il y a des fonds liés à Barcelone, il y a du catalan, il y a du latin. Bon, ben, ce sont des langues avec lesquelles je suis plus à l'aise qu'avec le danois ou le hollandais. Donc la piste se poursuit avec ce triptyque Marseille, Paris, Barcelone. Et donc la deuxième étape, puisqu'au début, l'école fait attention, elle ne nous envoie pas tout de suite à l'étranger, etc. Il faut qu'on obtienne des bourses, qu'on fasse un peu nos preuves. Donc au début, on nous dit d'aller aux archives nationales parce qu'elles sont plus près quand même. Et en plus, il y a quand même beaucoup de documents. Et ça va être la deuxième étape, ensuite d'aller regarder les correspondances et qu'est-ce qu'il y a comme documents aux archives nationales. Et donc là, aux archives, bien sûr, Julien va trouver beaucoup de choses, puisqu'on a les archives quand même de l'État, et notamment la série sur la marine et la série sur les affaires étrangères. Et à l'intérieur de la marine, il y a principalement la sous-série B7, qui concerne les pays étrangers, les commerces, les consulats, et la correspondance active de Louis Philippot de Pontchartrain et de Jérôme, son fils, donc, qui seront secrétaires d'État à la marine, l'un de 1690 à 1699 et le fils de 1699 à 1715. Et dans cette correspondance, l'Espagne tient une place très importante. Et donc tu vas trouver beaucoup de choses. C'est vraiment un fonds qui reflète le souhait de développer une politique ambitieuse dans la péninsule ibérique, avec la création d'un réseau consulaire, parce qu'il n'y a pas que Barcelone, il y a des consuls sur toute la côte, des consuls français, et on constate une vraie explosion de la production documentaire à ce moment-là. Donc c'est vrai que là, on va avoir une manne, et d'autant plus intéressante qu'on a sur certaines correspondances les annotations marginales, par exemple de Jérôme de Pontchartrain, qui vont nous donner des indications sur sa pratique politique au quotidien. Parce qu'on a des échanges pluriquotidiens, c'est ce que tu as constaté, entre le secrétariat à la marine et les différentes institutions françaises en Espagne et espagnoles. Et puis ensuite, tu as aussi dépouillé une autre sous-série, la sous-série B2, qui est intéressante pour les années 1702-1716, parce qu'elle concerne l'agent général de la marine et du commerce à Madrid, qui est une fonction qui n'existait pas et qui apparaît justement en cours d'études, pendant l'étude du consulat français. Et c'est notamment ce fonds qui va nous permettre de comprendre à un moment donné la révocation
de Laurent Soleil, justement avec les échanges entre Pontchartrain et cet agent général de la marine et du commerce à Madrid. Et puis bien sûr, la série Affaires étrangères va beaucoup apporter sur la correspondance avec les consuls. Et là, si vous voulez, vous avez la grande histoire à ce moment-là. C'est-à-dire que la grande histoire qu'on connaît, en résumé, c'est sous Louis XIII, Richelieu, etc., commence à vouloir avoir une politique atlantique, développer un autre type d'échange, mais il ne parvient pas à concrétiser cette mise en place. Et ça va être Colbert qui, par ses ordonnances, ses grandes ordonnances, dans la grande ordonnance sur la marine, va déployer littéralement une politique économique et l'institutionnaliser. Et il va officiellement créer, dans l'ordonnance de la marine, le titre de consul. C'est-à-dire, il définit ce qu'est un consul. Jusque-là, il y avait des consuls, d'abord de ville, ensuite des consuls qui achetaient une charge, en fait. C'est des gens qui achetaient une charge pour avoir des bénéfices liés au commerce dans une zone géographique. Et à la fin du règne de Louis XIII, début de Louis XIV, on a trace de consuls. Et par exemple, il y a un consul pour toute l'Espagne. Vous imaginez bien qu'un consul pour toute l'Espagne, ça ne permet pas de faire une politique sur chaque port important de la côte. Et il y avait la date de 1670. 1670, c'est la nomination d'un premier vice-consul par ce consul général. Il nomme un vice-consul à Barcelone. Donc c'est quelqu'un qui commence à vouloir avoir quand même des relais, si j'ose dire, pour une vraie politique pour mener l'économie. Et on va voir entre 1670 et au tournant du XVIIIe siècle, vous allez avoir plusieurs dizaines de consuls en Espagne. Donc on passe de 1 à une trentaine. Donc là, vous dites, il y a quand même une volonté politique, tous appointés par le roi, tous étant nommés avec une autorisation du roi d'Espagne, ce qu'on appelle un exequatur, c'est-à-dire qu'ils ont le droit d'exercer leur charge, c'est reconnu. Et donc, vous vous rendez compte que ça doit traduire une volonté politique claire, surtout comme l'a dit Étienne, on va mettre quelqu'un en 1702 à Madrid. Et là, pourquoi ça rejoint la grande histoire ? Il faut peut-être rappeler que en 1700, le roi d'Espagne n'a pas d'héritier direct et va faire le choix du futur Philippe V comme héritier au trône d'Espagne, ce qui va avoir pour conséquence la guerre de succession d'Espagne entre les Habsbourg et les Bourbons. Et évidemment, c'est plus que d'actualité, les Catalans, à ce moment-là, choisissent de suivre les Habsbourg, parce que pour d'autres raisons politiques, ils sont en désaccord avec le pouvoir madrilène. Donc vous allez avoir, au sein d'un conflit dans lequel normalement la France et l'Espagne, les royaumes de France et l'Espagne sont ensemble contre les Habsbourg, vous allez avoir donc la province de Catalogne qui elle-même va être en rébellion, en se rattachant, donc en appelant Charles III de Habsbourg comme souverain légitime. Et là, vous avez une représentation française, diplomatique française, dans cette ville qui fait sécession, en quelque sorte. C'est là où, si vous voulez, ça complexifie l'équation, et c'est pour cette raison aussi, c'est pas uniquement pour des raisons de proximité géographique ou d'acquaintance avec Barcelone. Ça pose une problématique qui intéressait beaucoup alors Wolfgang Kaiser et les chercheurs auxquels je faisais référence tout à l'heure, en période de conflit, comment des cultures, des nationalités, des gens qui ont si vous voulez, des consignes contradictoires vont agir. Et vous essayez de trouver des codes, puisqu'au début, vous savez qu'officiellement, quelqu'un est nommé consul, il écrit à la royauté, il explique, voilà, j'ai vu tel bateau qui est passé, voilà, à combien est le blé en ce moment, voilà ce qui se passe, etc. Cette même personne écrit à Marseille, elle demande des conseils, un peu d'argent, etc. Et vous avez quand même des trous de correspondance pendant les guerres, hein, parce que parfois, vous apprenez qu'un an après le début de la guerre, il a dû se retirer. Vous avez des traces où il parle de prison, il parle de confiscation, etc. Malheureusement, vous ne trouvez pas les lettres qui expliquent... voilà, il fait allusion à des lettres où il a expliqué sa situation sans que vous ayez accès à ces documents qui ont dû être ou perdus ou sont probablement dans un autre fond, quelque part. Voilà, j'espère qu'un jour... je mettrai la main dessus. Et vous avez, au milieu de ces documents, ce type de document, comme celui qui datait de 1686, donc qui est antérieur à cette situation, dans lequel le consul fait un mémoire où il explique toute la situation du port, tous les droits qui existent, tous les privilèges
que les Français ont pu obtenir par rapport aux autres nationalités. Donc en fait, il explique une situation, la situation de la nation à l'étranger, en l'occurrence dans le port de Barcelone et dans la principauté de Catalogne, avec les privilèges, etc. Et il explique toute la juridiction qui va avec. C'est-à-dire qu'il explique les jeux d'acteurs, en fait. Donc c'est un document très précieux, parce qu'ensuite, quand vous relisez certaines archives, vous en trouvez des nouvelles, vous le lisez au prisme, alors, certes, subjectif, mais au moins, grâce à ce genre de documents, vous comprenez beaucoup mieux, ça vous traduit les relations et les jeux qu'il peut y avoir entre ces différents acteurs. Et ce document, il permet d'interpréter très différemment déjà la correspondance, mais vous ne touchez pas encore à des choses privées. Vous êtes toujours dans la correspondance officielle où il écrit. Et donc, l'exercice a constitué, à ce moment-là, en explorant cette correspondance, savoir la forme. Là, on en revient à des sujets très chartistes. Comment est structurée cette correspondance? Quel rythme? Par où elle passe? Qui y a accès? Et comment même le document, la mise en page, etc. Parce que vous vous demandez si ce consul, c'est un marchand qui a des opportunités à Barcelone et dont la charge de consul l'aide à être meilleur marchand, à avoir de meilleures opportunités, ou si c'est quelqu'un qui a conscience de servir l'État et qui est un fonctionnaire. Je pousse loin l'idée, mais si vous voulez, qui a le sens du devoir, le sens de l'État, et qui agit qui est conscient qu'il y a une politique de l'État. Il est très clair grâce aux archives, déjà vous savez que l'État a une politique, parce que l'État va mettre plus de représentants, va avoir plus de réseaux d'information, en plaçant à Madrid auprès du pouvoir quelqu'un, et surtout vous vous rendez compte que à travers les correspondances, vous regardez un peu la correspondance avec Majorque, la correspondance avec Alicante, la correspondance avec d'autres villes, et évidemment Cadiz, qui est la plaque tournante où arrivent les marchandises d'Amérique du Sud et où elles sont échangées, si vous voulez, schématiquement, les Français ont le droit de commercer avec l'Orient. Ils y amènent des produits, des toiles, par exemple, transformées, etc. Les Espagnols n'ont pas le droit de communiquer et de commercer avec l'Orient pour des raisons, il n'y a pas d'échelle et il n'y a pas également pour des raisons religieuses. Le roi d'Espagne n'a pas développé une politique on va dire, de tolérance commerciale avec l'Orient, ni avec les États barbaresques, c'est-à-dire le Maghreb actuel. Donc les marchands français via Marseille communiquent, amènent des produits et les Espagnols via l'Amérique du Sud ont eux la possibilité de ramener notamment des métaux précieux. Et ce qui se passe, ce sont des échanges entre des matières transformées, et donc il y a de la contrebande tout à fait tolérée par l'État, ou parce que les Espagnols ont trop de matières précieuses, pas assez de matières transformées, et inversement, les marchands, notamment français, mais également anglais, hollandais, en fonction des guerres ou en fonction des accords politiques, ont également des marchandises transformées. Et tout ce petit monde se retrouve au large des ports depuis la frontière, depuis Barcelone jusqu'à Cadiz, et s'échange ou en mer, ou, et là c'est toute l'ambiguïté, et vous commencez à découvrir des preuves, ou au sein de la maison consulaire, certains produits. Et là, ça lance tout un enjeu politique très fort qui s'appelle le droit de visite. Et le droit de visite, c'est la mallette diplomatique. En fait. C'est ce qui va donner cette autorisation aujourd'hui d'un diplomate d'avoir certains documents, certains biens sur lesquels le pays au sein duquel il est n'a pas le droit de venir vérifier, d'ouvrir, etc., de contrôler. Et le consul a conscience, lui, de cette importance, non pas tellement pour l'État, mais parce que vous sentez qu'il a un intérêt très fort là-dedans, étant donné le zèle qu'il peut mettre à défendre certains patrons. Donc un patron, c'est quelqu'un qui est sur les navires, etc., qui assure les marchandises. Et vous remarquez qu'il défend souvent les mêmes noms de patrons. Et vous voyez que d'autres, au contraire, vous n'en entendez pas parler, ou sauf quelques allusions, mais il n'y a pas de défense. Donc vous vous demandez petit à petit, vous vous dites qu'il y a quand même une attitude du consul qui n'est pas toujours impartiale. Et vous continuez à regarder ces histoires de droit, cette défense très forte du droit de visite, et vous vous rendez compte que l'État a une très bonne conscience, et on parlait des bornes tout à l'heure, jusqu'aux années 1709-1716, quand d'un coup la politique de Philippe V va changer à l'égard de Louis XIV, le roi d'Espagne est en phase avec le roi de France pour augmenter ses droits qu'ont les Français en Espagne. Et en 1709, d'un coup, vous vous rendez compte que le roi d'Espagne n'est plus sur la même longueur d'onde et n'est plus un agent, on va dire, de l'application d'une politique du roi de France qui lui permet de profiter de toute cette économie parallèle.
Et vous vous rendez compte que petit à petit, les agents représentants de la France auprès du roi d'Espagne perdent un peu pied, sont remplacés, alors que pendant 15 ans, vous avez une correspondance où à chaque fois, l'agent, l'intendant disait bonjour. Donc ça part même de Seignelay, Colbert, Seignelay, avant même les Pontchartrain. À Malaga, il a obtenu ça. On a obtenu voilà, de ne plus avoir de visite dans un bateau qui a telle origine. Hop, on écrit à tous les consuls. Sachez qu'à Malaga, il a obtenu ça, donc il faut que vous défendiez cette position. Ensuite, Barcelone, ils comprennent les uns les autres, ils se renseignent entre eux. Bonjour, je sais qu'à Alicante, il a obtenu ça. Je cherche, je me bats parce que là, c'est un cas très similaire. Il faut absolument que vous agissiez auprès du roi d'Espagne, auprès de l'ambassadeur pour qu'il défende cette position. Et donc, là, vous avez des acteurs aussi bien locaux que étatiques qui ont la même démarche et donc qui partagent leurs intérêts, tout simplement. Et à la limite, vous n'avez pas besoin de répondre à la question est-ce que ce consul est un marchand ou est-ce que ce marchand est un consul. Les deux fonctionnent. Et c'est à ce moment-là que vous avez besoin d'aller voir plus loin et d'essayer de comprendre quelle est son activité dans la ville. Pourquoi il est à Barcelone, pourquoi il est consul, puisqu'il se plaint toujours de ses revenus, il dit qu'il a perdu sa maison. À chaque guerre, il dit qu'il a tout perdu, mais il continue. Donc, je veux dire, un marchand dans l'âme, quand il a tout perdu et si ça ne vaut pas la peine, il repart ou il change de nature d'activité. Et là, vous voyez qu'il continue à défendre bec et ongle son rôle de consul. Et donc, c'est à ce moment-là que vous êtes tenu d'aller voir les archives espagnoles. Donc, ma thèse d'école des chartes consistait à travailler sur tout cet aspect très français, c'est-à-dire plutôt la politique de l'État en matière de consul à travers des correspondances. Et ensuite, la partie travaillée pour la thèse de doctorat et les ajouts, ça a été vraiment sur toute la dynamique avec un pari qui pouvait, mais qui avait été mesuré dès le début avec Olivier Poncet et Wolfgang Kaiser, qui était il y aura une partie catalane et espagnole qui va donner toute une dimension du marchand privé. C'était un pari parce que vous pouvez ne rien trouver dans les archives, tout simplement. Et à ce moment-là, rien n'était sondé, aucune certitude, mais on s'était dit, et puis il se trouve qu'on fait des carrières à l'école des chartes, pas forcément en recherche, on va souvent en conservation, donc à la limite, si cette thèse de doctorat était un flop, c'était pas grave, c'était plutôt la certitude qu'il y avait eu autre chose et mener l'enquête et se dire est-ce que j'en trouve les preuves, et si on n'en trouvait pas les preuves, c'était pas très grave. Mais je vous avoue que c'est beaucoup plus excitant de trouver les preuves quand même. Donc on en arrive à ces preuves et donc on passe la frontière. Alors ce n'est pas possible tous les jours, mais à ce moment-là, j'ai pu aller dans une Barcelone relativement paisible faire des recherches. Alors, Barcelone et puis Madrid aussi, avec les archives historiques nationales, qui en fait est un service qui date de 1866, qui a été créé pour concentrer les documents qui provenaient des institutions religieuses qui étaient passées aux mains de l'État à ce moment-là. Et petit à petit, à ce noyau d'origine, se sont ajoutés des fonds documentaires qui avaient été produits pendant l'époque moderne et contemporaine, et notamment les archives des conseils, des assemblées et des secrétaires d'État espagnols. Voilà, donc là, pour toi, ça va être un fonds important. On parlera tout à l'heure des fonds barcelonais, parce qu'on a la conservation des décisions du Conseil d'Aragon. Donc tu vas nous en dire un peu plus sur ce Conseil d'Aragon et quel est son rôle dans les conflits de marchands et les conflits d'intérêts français. Et il contient les dossiers ayant servi aux décisions royales en cas de conflit. Et pour comprendre en fait le rôle du consul, il faut comprendre les leviers qu'il a. Il y avait deux choses importantes. J'avais bien étudié les interlocuteurs qu'il avait, mais si vous ne comprenez pas la juridiction consulaire et comment se fait un jugement sur des marchandises, vous avez beaucoup de mal ensuite à identifier ces jeux de pouvoir qu'il peut y avoir. Alors, au sein en plus du royaume d'Espagne, sachant que, alors déjà archivistiquement, c'est beaucoup plus éclaté qu'en France pour des raisons historiques assez évidentes, mais les archives religieuses ne sont pas au même endroit que les archives d'État, qui ne sont pas au même endroit que certaines archives, on va dire, régionales. Là où en France, avec les archives départementales, les archives nationales et tout, le paysage est
à quelques exceptions près, comme la Chambre de commerce de Marseille, mais vous voyez, on a à nouveau étatisé les fonds de la Chambre de commerce de Marseille. Vous devez, donc il y a Simancas, l'Archive historique national, on verra après d'autres archives à la fois d'État, mais également municipales ou particulières à Barcelone. Vous essayez de comprendre où va l'information. Donc en gros, basiquement, vous avez des traces de patrons qui arrivent avec des marchandises, il y a des problèmes. On leur a confisqué, la marchandise est pourrie, 2 personnes revendiquent la même marchandise, etc., etc., etc. Le consul, on rappelle, ça a été créé pour aller vite. Parce que la marchandise est en jeu. S'il y a une juridiction spéciale, c'est parce que l'économie, déjà à ce moment-là, l'économie doit aller plus vite. Il y a vraiment cette notion du profit et le capital qu'il y a dans ces bateaux, c'est la capacité à revendre rapidement, surtout quand les denrées sont périssables. Et vous avez à voir, la première chose qui se passe, c'est quelle juridiction s'empare du sujet. Et là, déjà, premier conflit, ou la municipalité, autrement dit, vous arrivez à Barcelone, dans le port, et ça va être la municipalité qui va dire j'ai un problème avec ce bateau, il n'a pas respecté la quarantaine, ceci, cela. Ou ça va être le vice-roi. Et le vice-roi, lui, c'est le capitaine, on l'appelle le capitaine général. Il est appointé via le roi d'Espagne au sein du royaume d'Aragon. Donc la Catalogne est une partie du royaume d'Aragon. Et ensuite, vous avez, si vous voulez, une jurisprudence qui remonte jusqu'au roi. Alors que quand c'est traité au niveau catalan, via la municipalité de Barcelone, c'est Barcelone via ce qu'on appelle le Conseil des 100 et la Generalitat qui existe encore, si vous avez suivi un peu les éléments, l'histoire récente de la Catalogne, vous avez encore ces institutions existantes qui s'emparent du sujet. Et pour qu'ils reviennent au Conseil d'Aragon, il faut qu'il y ait des appels successifs sur, si vous voulez, il y a des sortes de cours d'appel jusqu'à donc un jugement qui peut monter à un niveau royal. Et en plus, vous vous rendez compte que les gens qui sont présents dans ces conseils qui doivent juger à l'issue des procès qui est dans son bon droit, il y a des élus qui sont liés, des représentants qui sont liés à la municipalité ou au contraire à d'autres royaumes, par exemple Valence ou province d'Aragon, etc. Et donc, que dans certaines situations, la seule personne qui peut débloquer, c'est la volonté politique via le roi. Et si le roi d'Espagne n'agit pas, l'affaire est systématiquement perdue. Et on se rend compte au fur et à mesure du temps que, en fait, la capacité des agents français à faire changer d'avis via l'ambassadeur, le roi d'Espagne, pour tel ou tel cas, que ce soit à Barcelone ou ailleurs, diminue fortement. Et c'est ce que je vous disais, on arrive à une situation pour les consuls dans les années 1709-1715 où ils perdent quasiment tous les appels, etc. Et en fait, pourquoi ? Parce que le roi de France, non seulement le roi d'Espagne a changé de politique, mais le roi de France va décider non pas le roi de France, les secrétaires d'État, la marine, etc., non pas de se battre pour cette jurisprudence, mais de déplacer le commerce directement, faire ce qu'on appelle du commerce interlope, c'est-à-dire d'aller directement en Amérique latine, en Amérique du Sud, dans les mers du Sud, donc côté Pacifique comme côté Atlantique, échanger la marchandise là-bas, directement. Donc ne plus compter sur les galions qui arrivent, parce qu'en plus l'Espagne a beaucoup de mal à faire venir les galions chargés de métaux précieux, etc., à les protéger et tout ça. Donc la France préfère s'appuyer sur ses possessions aux Antilles pour avoir des corsaires, etc., et de faire de l'échange directement là-bas. Et donc la politique française qui avait cette volonté du personnage ambigu qui est le consul, qui est à la fois marchand, contrebandier et agent de l'État, va changer de nature. Et on le voit avec l'évolution. Et là, ça va être vraiment un consul qui va être en poste de 1713 à 1716, il y a eu une très bonne étude de Anne Mézin sur le XVIIIe siècle, les profils de consuls partout appointés par la France partout dans le monde. Et on voit bien que ces consuls ne sont plus des profils de marchands et deviennent des nobles, deviennent des diplomates en fait. Des gens qui n'ont plus du tout le profil de marchand, alors que là on est dans une période, si vous voulez, c'est là où ça met une frontière, 1716 c'est la fin de ce consulat-là, et après on change complètement de profil consulaire, et apparaissent comme par hasard aussi des registres de chancellerie, c'est-à-dire qu'on commence à garder une mémoire du consulat au sein de l'institution. C'est-à-dire qu'il y a une prise de conscience que le consul est une institution française, du royaume de France, qu'elle doit avoir une chancellerie, qu'elle doit avoir un notaire sur place, etc. Et quand on arrive dans les archives espagnoles, on voit bien qu'il y a des allusions à plein de procès, à plein de pièces qui n'apparaissent pas du tout dans les archives des affaires étrangères à Nantes où sont conservés les registres de chancellerie consulaire, alors qu'au Levant, on a des archives de chancellerie qui datent du XVIe siècle. Dans ces consuls français d'Italie et d'Espagne, il n'en a pas avant
la fin du règne de Louis XIV. Et donc vous avez une vingtaine d'années où il devrait y avoir, même une trentaine d'années où il devrait y avoir ces documents et ils n'existent pas. Et vous vous rendez compte qu'en fait, donc officiellement, très officiellement, donc là vous avez la transcription d'un document parce que là aussi tout n'est pas permis de la même manière dans les archives et notamment aux archives historiques nationales, on n'a pas le droit de prendre de photos. Voilà, donc vous devez vous payer pour des microfilms, des photocopies, etc. Et vous voyez qu'il y a une reconnaissance officielle du rôle de consul à travers ce qu'on appelle ici la lettre de commission, c'est-à-dire ceux qui nomment officiellement le premier consul de France en Catalogne, général de Catalogne, donc Laurent Soleil. Et c'est là que commence une enquête sur qui est Laurent Soleil. Qui est Laurent Soleil, qui a été consul de 1679 à 1705. Donc, c'est une période, c'est un des plus longs consuls, donc si je veux dire, règne de consul à cette période-là. Mais on voit bien qu'il a des profils très similaires à Malaga, Alicante, voilà, des gens qui sont des marchands. Et c'est à ce moment-là que la Casa de Velázquez va m'accorder une bourse pour aller fouiller dans les archives barcelonaises et notamment un fonds là aussi extraordinaire. Je vous conseille d'aller le parcourir si un jour vous avez l'occasion d'être sur les hauteurs des Ramblas. L'archive historique des protocoles de Barcelone qui renferme tous les registres de notaires depuis le Moyen-Âge. Je laisse peut-être Étienne présenter un peu ce fonds. Oui, donc comme tu l'as dit, on a une chancellerie qui arrive quand même assez tard, au début du XVIIIe siècle. Donc avant, il y a toute une partie de l'activité qui est invisible vue de l'administration française et qui se fait chez les notaires barcelonais et d'ailleurs hors Barcelone aussi. Et là, pour les notaires hors Barcelone, tu vas fréquenter les archives de la Couronne d'Aragon à Barcelone. Mais pour ce qui est des notaires barcelonais, qui est quand même un gros morceau, puisque c'est un fonds qui concerne 1700 notaires, les archives historiques des protocoles de Barcelone, qui est installé au sein du Collège des notaires de Barcelone. En fait, elle conserve la plus grande partie des fonds notariaux de la ville. Et donc, c'est une mine. Il y a eu un grand travail de publication sur l'ensemble des documents conservés, donc tu as pu t'appuyer aussi sur ce travail-là. Et ce fonds de l'archive historique des protocoles, il va te donner beaucoup d'éléments sur les contrats, les liens personnels et commerciaux avec les marchands catalans, sur l'activité par exemple de Laurent Soleil comme expéditeur, ou son implication dans les compagnies barcelonaises. Et là, si vous voulez, c'est le chaînon manquant. C'est ce que vous cherchiez depuis toujours, donc c'est l'euphorie à ça. Donc déjà, il faut, si certains dans la salle sont chercheurs, soyez sympas avec les conservateurs parce que vous avez une archive qui est ouverte 4 heures par jour. Vous avez un mois, 4 heures par jour. Et donc, normalement, vous pouvez avoir que 5 registres. Or, ces registres, il y a marqué le nom d'un notaire, les années d'exercice. C'est tout. Et comme a dit Étienne, il y en a un certain nombre. Et donc, si vous faites que 5 par jour, c'est donc c'est une aiguille dans une meule de foin. Donc, vous essayez, quand l'archive ferme ou avant qu'elle ouvre, vous prenez un café avec les collègues qui parlent, vous commencez à dire « Oui, mais moi, je suis là qu'un mois, s'il vous plaît, etc. » Et là, on vous amène, la veille pour le lendemain, vous commandez non plus 5, mais vous en commandez 30, 35, etc. Et vous ouvrez, vous cherchez, tac, 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 vous regardez les dates, les noms des... Vous commencez à voir la structure évidemment archivistique de la chose et comment sont structurés, non seulement le fond, mais sont structurés les documents. Et vous avez votre œil très entraîné, en mode automatique. Et dès que là, pour le coup, ils accordaient les photos. Dès que vous voyez le nom de vos protagonistes, photo, photo, photo. J'ai jamais été autant touriste que dans ces conditions à Barcelone. Et là, vous comprenez que ce monsieur n'est pas arrivé tout seul. Il est venu avec son frère, que son père commerçait avec Barcelone, qu'il est lyonnais. Et d'ailleurs, c'est marrant, vous allez faire l'ENSIB et vous vivez dans le quartier où vivait votre consul par le plus grand des hasards. Et vous comprenez qu'il y avait un tropisme de marchands lyonnais à Barcelone, notamment pour le commerce du livre. Et vous voyez qu'il y a, depuis le début du XXe siècle, un certain nombre de Lyonnais qui deviennent, qui deviennent citoyens de la ville de Barcelone.
mais qui font le choix de devenir barcelonais. Donc ils perdent certains privilèges, ils ne peuvent plus commercer sous pavillon français. Or, vous voyez que ce Laurent Soleil, qui a le droit de devenir barcelonais, parce qu'il est là depuis assez longtemps que ça, reste français. Et donc on en revient à pourquoi il reste consul, parce qu'en fait, il vaut mieux être un Français consul à Barcelone que être devenu barcelonais. Et vous cherchez à comprendre pourquoi, etc. Son frère, vous voyez qu'il est mort très vite, et donc ce Laurent Soleil n'était pas prévu pour être consul. Il devait être à la campagne et son père avait acheté un domaine. Et c'est pour ça que dans une lettre, pour souhaiter les vœux à Louis XIV, il lui propose du vin. Oui, ça. Qu'est-ce qu'il propose du vin à Louis XIV? Il a poussé la logique très très loin. Vous avez aimé le vin que je vous ai envoyé? Je vous ai envoyé des caisses, etc. Et en fait, parce qu'il a un domaine à Alella, dans l'arrière-pays catalan, où il produit son vin. D'ailleurs, vous voyez qu'il y a un procès parce qu'il n'a pas été clean sur certains sujets sur sa propriété. Et qu'en fait, il a une boutique, ce qui est la coutume à Barcelone pour les marchands. Si vous allez aujourd'hui dans le quartier qu'on appelle El Born à Barcelone, c'était le quartier des marchands. Et là où vous avez le musée Picasso dans la rue Moncada, vous avez toutes ces boutiques, encore certaines existantes. Vous pouvez rentrer dedans. Vous voyez, c'est toujours structuré pareil. Ils vivent à l'étage. En bas, ils ont la boutique qui est non loin du port, etc. Et il achète plusieurs boutiques. Vous commencez à avoir des adresses. Vous voyez les bâtiments, etc. Vous comprenez beaucoup mieux. Et vous voyez qui passe des contrats avec le consul anglais, le consul génois, et que quand il y a une guerre, si c'est Gênes qui a le droit de commercer, tout le monde met ses billes et c'est un bateau génois qui part, et si c'est la France qui a le droit de commercer, les autres... Donc, et là, vous comprenez, ça y est, qu'il y a tout un système de ces consuls qui ont une économie qui contourne les interdits de chaque nation et qui se mettent dans un système de tolérance économique réciproque pour faire du profit, et pour servir évidemment l'État. Et vous ne savez pas à quel point encore il est ou non dans la duplicité. Et là, ça engage un peu une perte de confiance de cet acteur au début de la guerre de succession. Et vous avez une correspondance entre Pontchartrain, il y a une première accusation. Quelqu'un l'accuse. Quelqu'un qui s'appelle Jean-Philippe Monclus écrit, c'est la seule lettre d'un non-consul dans la correspondance consulaire, il dit, voilà, Laurent Soleil se comporte comme un Catalan, il n'est plus français, etc. Et c'est un danger pour la France, etc. Et il a une lettre de témoignage avec. Et là, vous voyez des noms de patrons, une lettre signée qui se plaignent de lui, de patrons qui font partie de ceux qui apparaissaient dans la correspondance, mais pas comme ceux qui étaient beaucoup aidés par lui. Vous voyez que voilà, il a monté une fronde contre Laurent Soleil. La confiance est réitérée. Et il y a d'autres cas, notamment à Malaga, un peu similaires, où on voit que c'est très dur de déloger un consul qui est en place. C'est vraiment quelque chose qui est très très rare. Il y a un cas avant Laurent Soleil. Et finalement, ce consul va être révoqué. Et qui est nommé consul juste après lui? Jean-Philippe Monclus, le l'accusateur, qui en fait, vous vous rendez compte qu'il a eu un monopole pour exploiter les forêts d'Aragon via Tortosa, qui est un port au sud de la Catalogne, à l'extrême sud de la principauté de Catalogne, avec Toulon, donc pour la royauté. Et c'est quelqu'un qui arrive et qui dit, écoutez, moi j'ai le privilège avec les Aragonais, j'ai le contrat avec la France, et on se rend compte qu'il a fait la démarche uniquement pour son... Alors pour le coup, il n'a même pas fait semblant, pour son commerce personnel. Il n'envoie que 3 lettres durant son consulat, qui dure quand même plus de 3 ans, et il finit par être révoqué également. Mais il a fait tomber parce que son intérêt économique, ce qu'il apportait à l'État à ce moment-là, qui était en guerre, avait plus de valeur que ce que Soleil apportait dans un contexte de guerre où le consul est un peu en sommeil officiellement, même si lui arrive à s'en tirer par ailleurs. Et là, vous vous dites, il y a un débat où sa veuve demande, en 1715, vous trouvez une lettre où elle demande d'avoir des compensations parce que son mari a été consul, etc. Et on le finit par lui accorder une pension parce qu'il y a un témoignage comme quoi il est parti, il a fui à Perpignan pour mourir et qu'il n'a jamais déshonoré l'État et l'État royal, etc. Et vous ne savez pas le fin mot de l'histoire. Et là, vous tombez sur ce document. Là, j'avoue, je pense que c'est une chance inouïe d'avoir ce genre de preuves, parce que normalement, après, ce n'était pas grave de ne pas savoir ça, mais... Et vous tombez sur un document où c'est le représentant de Charles III de Habsbourg à Barcelone, au moment où Barcelone s'est soulevée et est occupée par les Habsbourg, qui donne un passeport pour que Laurent Soleil et son fils fassent du commerce entre Lyon et Barcelone. Donc vous voyez qu'il a trahi, en fait. Ou il a trahi, en tout cas, il a été révoqué. Et donc, il rebondit. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je sais faire? Du commerce de contrebande
en temps de guerre, parce que j'ai mes réseaux, j'ai encore mes petits copains consuls anglais qui eux sont pas en guerre, au contraire sont du côté des Habsbourg, etc. Et donc je vais mener à nouveau. Et vous voyez que ça repart. Et là c'est la dernière trace de lui, cet accord. Alors est-ce qu'il est mort en mer? Est-ce que je ne le sais pas. Mais vous voyez, 7 octobre 1706, donc une année après sa révocation, il a l'autorisation de commercer en temps de guerre entre Lyon. Lyon qui n'est pas censé faire du commerce du tout avec Barcelone à ce moment-là, puisque on est en guerre entre les deux royaumes. Et vous avez cette preuve. Et après, il y a d'autres archives assez incroyables où vous tombez sur, donc ça c'est à la bibliothèque municipale de Barcelone, un fonds privé où vous avez les archives d'une compagnie commerciale de 1702 à 1705, 1701 même, avec Tunis, avec tous les États barbaresques. Et vous vous rendez compte que à ce moment-là se développent des théories économiques qui s'appellent la théorie du phénix de Catalogne. C'est des grands marchands barcelonais qui ont théorisé ce qui va faire la fortune de Barcelone au XVIIIe siècle, notamment le commerce de toiles et en fait la proto-industrialisation. C'est-à-dire, au lieu d'acheter nos toiles qu'on ne sait pas faire, enfin qu'on n'a pas le droit d'acheter ou qu'on passe par des marchands français pour les acheter en Orient, on va les produire nous-mêmes. On va prendre la matière première et nous-mêmes produire des toiles et les revendre, etc. Et ça, c'est théorisé dans la deuxième partie du XVIIe siècle. Ça trouve son expression au XVIIIe siècle. Ça a été largement étudié. Et vous vous rendez compte que Soleil se lance avec eux, avec qui en fait, il avait créé des compagnies depuis 20 ans, donc il les connaît très bien, en temps de guerre, encore une fois. Et il va écrire à Marseille, il va dire, on voit dans ses fonds, ils ont des correspondances avec les fameux patrons qu'il défendait depuis 20 ans. En fait, on se rend compte que c'est son gendre qui a épousé sa fille, etc. Donc on voit bien qu'il a créé tout un réseau. Et ils vont explicitement dire dans cette correspondance, Marseille achète des bonnets, en l'occurrence de laine, de Tunis, prend une marge dessus, nous on les rachète chez eux, ça n'a aucun intérêt, on va directement acheter et produire nous-mêmes et court-circuiter Marseille pour faire davantage de marge, etc. Donc voilà, c'est des gens qui se lancent ils tentent de détrôner Marseille sur certains aspects économiques. Et ce qui va se passer, c'est que et là le consul, il écrit en disant « Bonjour chers collègues d'Alger, donc cher consul d'Alger ou cher consul de Tunis, je suis le consul français, donc je peux commercer avec vous sans taxe. Et il n'y a pas les droits que doivent payer les Espagnols normalement quand ils commercent avec vous, etc. Et quand j'arrive à Barcelone, je suis avec mes petits copains barcelonais qui n'ont pas les taxes à l'entrée du port de Barcelone. Et donc, ils jouent sur une ambiguïté où, quand le bateau arrive dans l'état barbaresque, il est français. Et quand il revient, il est barcelonais. Et voilà, ça s'appelle de la contrebande et du détournement. Mais vous voyez, ils ont poussé la logique très loin. Et ça va avoir cette expérimentation qui va... Barcelone va beaucoup souffrir de la guerre de succession. Mais en 1716... ce qu'on appelle le décret de Nueva Planta, où Philippe V repose les conditions d'intégration, de la paix en fait avec Barcelone, et ça va être tout le développement économique de Barcelone est déjà en fait présent dans ces théories économiques et ces tentatives, et le consul français y a participé, c'est assez incroyable. Voilà une petite histoire, en tout cas par les archives, de comment vous construisez un travail de recherche avec différentes étapes, comment vous menez la chose, et pour arriver à des conclusions pour le coup, qui apporte un vrai éclairage sur la naissance d'une institution, le rôle qu'on peut jouer à l'échelle d'un acteur, mais avec des comparaisons. Il y aurait des prosopographies à faire sur la démarche des consuls à ce moment-là, mais en tout cas des éléments de preuve très concrets. Et vous jouez aussi, vous touchez à l'histoire locale barcelonaise, de l'histoire de l'économie barcelonaise, à travers des acteurs que sont ces consuls étrangers qui ont joué un rôle important dans le développement de l'économie de Barcelone à ce moment-là, qui était un petit port en fait au XVIIe siècle et qui va être un très grand port. Puis Pierre Vilar l'a très bien étudié ensuite au XVIIIe siècle avec sa thèse d'État. Voilà. Et je pense que c'est aussi ce qui fait en grande partie l'intérêt en fait, de ton travail, c'est que on n'a pas pu toutes les mettre, les sources, parce qu'il y en avait trop, il y a trop de sources dans une thèse. Donc on a fait des choix, c'était un peu douloureux, mais il y a énormément de sources, justement, des fameuses archives protocolaires, enfin du notariat barcelonais, et des sources en catalan sur l'activité du consul. Et donc ça, c'est quelque chose qui, à mon avis, va intéresser les historiens, mais les historiens aussi barcelonais, les historiens de la Catalogne, parce que finalement, Laurent Soleil, Llorenç Soleil, il est très
très catalan finalement. Il travaille avec eux, avec les marchands, il monte une compagnie avec eux. Et je voulais d'ailleurs te demander ce que devenait la compagnie de l'entreprise de Tunis. Est-ce qu'il va arriver Alors, il y a à commercer avec Tunis et à doubler la chambre de commerce de Marseille? Il y a des manifestes de navires, donc il y a des cargaisons qui arrivent. Donc il y a au moins 5 navires, c'est assez important, 5 navires qui sont arrivés dans le cadre de, dans les archives privées, entre 1701 et 1704. Et lui est exclu de la compagnie au moment où il est révoqué, puisqu'il n'a plus sa plus-value, qui était le fait d'être consul. Et surtout, Sorend, le consul français, va accuser, parce qu'en fait, ils ont une correspondance privée avec Soleil, où il lui promet du bakchich, en fait, tout simplement. Et il lui dit, si tu autorises ce bateau, etc., tu rentres dans la compagnie, etc. Et Sorend ne va pas tomber d'accord parce qu'il y a des commerçants protestants qui participent à la chose. Et il va écrire à Marseille que Soleil est en train de faire ça, etc. Marseille va écrire à Paris et c'est ce qui va lui valoir sa révocation. En fait, c'est l'argument qui fait mouche après une première enquête après l'attaque de Monclus. Si vous voulez, dans le cadre où Monclus l'attaque, et il y a ça en parallèle, c'est l'argument décisif pour le révoquer. Donc oui, ça a vraiment eu lieu. Oui, il y a eu une activité. Il y a même, dans le fond d'archives, vous avez même les extraits de laine qui arrivent. Vous avez encore les échantillons, et comme on reçoit les échantillons aujourd'hui, etc. Donc vous touchez la laine du XVIIe siècle, la qualité. Et voilà, donc oui, il y a eu une compagnie, elle a fonctionné. Il y en a eu d'autres dans les archives. Il y a mais c'est la seule où j'ai pu retrouver, au-delà des contrats chez le notaire, etc., où il y a vraiment la correspondance, les manifestes, le sceau du consul sur le manifeste pour montrer que c'est lui qui assure le chargement, etc. Alors le temps s'écoule, hein, il est déjà 7h10, donc on va passer assez rapidement sur la dernière étape de notre voyage en France et en Espagne, donc sur finalement les presses universitaires de Perpignan, hein, c'est la dernière étape, et comment une thèse d'école devient un doctorat, et ensuite comment un doctorat devient une publication. Donc en fait, c'est le résultat d'un an et demi de travail. Avant les relectures, d'un travail de choix, parce qu'il faut faire des choix. On ne peut pas tout garder d'une thèse. D'ailleurs, une thèse n'est pas publiable telle qu'elle. Il faut réécrire l'introduction. Entre le moment où on a soutenu la thèse, le moment où on la publie, l'historiographie a avancé, parce qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent sur ces questions des consulats en Espagne. Et puis, les rapports de jury, pardon, aussi, qui vous orientent pour améliorer votre travail. Et donc, sur ces 440 pages d'ouvrage, en fait, on a quand même été obligé d'enlever beaucoup de sources, d'enlever une bonne partie de l'introduction qui rappelait l'histoire des institutions consulaires que Julien a dû synthétiser. Donc, c'est tout ce travail-là. Et puis ensuite, le travail assez minutieux de relecture au quotidien, des relectures finales qui n'en finissent plus. Et donc voilà, c'était la dernière archive. Donc c'est un échange mail entre Julien et moi. Bonjour Étienne, après quelques coups d'œil, j'ai relevé quelques coquilles. En fait, il y en a une centaine dessous. Je ne les ai pas toutes mises. J'ai les yeux qui se croisent. Bonne soirée, amitié, Julien. Voilà. Je crois qu'on va conclure la conférence là-dessus. Et puis, je voulais juste préciser qu'il y avait un libraire qui était à l'entrée et qui proposait le livre à la vente. Voilà. Merci de votre attention. Si vous avez des questions, nous sommes à votre disposition pour y répondre, évidemment. Nos questions, ça marche. Merci beaucoup pour ce beau voyage dans les archives. Et là, on a bien saisi toutes les étapes effectivement d'un travail de recherche. Et là, qui vous a fait quand même particulièrement voyager. Toutes les thèses d'école des chartes, on rassure, l'Assemblée ne sont pas aussi aventureuses du point de vue du nombre enfin, généralement, c'est vrai qu'on fréquente de très nombreux services d'archives, mais pas forcément
avec sur plusieurs pays comme vous l'avez fait. Et bon, ceci dit, c'est particulièrement passionnant. Voilà, je suppose que les questions, il y a des questions dans la salle qui souhaitent poser des questions. Voilà. Oui, bonsoir, merci pour votre présentation. Est-ce que les consuls de France étaient toujours français? Non, originellement non. C'est-à-dire que quand ce sont les villes qui appointent des consuls, ils peuvent être, notamment il y a la trace en Espagne, pas à Barcelone, mais il y a des cas en Espagne. En revanche, quand c'est une des conditions qui va être posée par l'ordonnance de la marine, et alors ceux qui sont encore en exercice vont le rester, mais ensuite ça va être une condition d'être national et donc d'être français. Et alors il y a, à ma connaissance, mais là il faudrait regarder l'ouvrage d'Anne Mézin, il n'y a quasiment pas d'exception tout au long du XVIIIe siècle. Et inversement, ça va même créer une... en conséquent, on le voit notamment, je connais le cas espagnol, il faudrait voir les autres pays, dans les conditions d'appointement des consuls, parce que par contre, il y avait à Marseille, par exemple, il y avait des consuls français qui représentaient l'Espagne. Et ça va en 1769, si ma mémoire est bonne, il va y avoir la même condition qui va être posée où le consul choisi pour l'Espagne, en l'occurrence c'était le cas marseillais, doit être espagnol. Donc c'est plutôt la France qui a fait jurisprudence. Et ensuite, mais tout simplement, c'est parce qu'il faut que vous ayez une communauté suffisante pour trouver quelqu'un pour représenter votre pays. Mais au début, ce sont des consuls d'ailleurs qui représentent la ville. Et les premiers cas de consuls qui existent à Barcelone au Moyen-Âge, mais ce sont des consuls de ville. C'est Narbonne, par exemple, qui va, pour des raisons de commerce, pour le coup par la terre, qui va avoir son consul et qui n'est pas nécessairement un Narbonnais. C'est un représentant. Voilà. Alors, très clairement, dans cette période étudiée, il se fait sur la capacité à commercer. Ce sont d'abord, ce sont des commerçants qui, de manière opportune, ont été disponibles dans les années 1670-1680, au moment où l'ordonnance est sortie, et il y a une vraie pénurie de professionnels formés. Et on se rend compte que la deuxième génération de consuls, c'est le cas de Dupin par exemple, mais ce n'est pas le seul, il y a celui d'Alicante, celui de Malaga, etc., ont été élevés, comme on dit. Donc ils ont été dans les consuls du Levant. Et ils ont été vice-consuls dans certaines... Parce que par exemple, bon, je n'ai pas développé, mais vous allez avoir un consul à Barcelone, un vice-consul à Tortosa, un vice-consul à Tarragone, etc. Et on se rend compte qu'ils ont été vice-consuls avant d'être consuls. Donc là, ils commencent à avoir un cursus honorum en quelque sorte, mais ce sont toujours ou des marchands ou liés à des familles de marchands. Par exemple, Dupin, son frère est marchand à Alicante. Il a été de tête, je crois que c'est à Alep. Il a été d'abord à Alep, ensuite il a été dans un petit port à Dénia, donc en Espagne. Et puis, il est consul de Barcelone. Et son frère est marchand en Méditerranée et il commerce avec son frère. Donc, et c'est vraiment... après la mort de Louis XIV et le fait que la politique économique française a l'évolution que j'indiquais, que vous allez avoir des chevaliers, des nobles, voilà, qui ont une formation pour le coup où ils écrivent beaucoup mieux français, où ils sont français, ils ont jamais été commerçants, ils sont même envoyés ils arrivent à Barcelone pour la charge, mais ils n'étaient pas préalablement présents. Alors que Soleil, il est à Barcelone en 1672 et il est consul en 1679. Et à la fin, sa correspondance, il écrit avec des hispanicismes et des catalanismes en permanence, etc. On voit bien c'est plus du tout la même culture. Et en termes de faute d'orthographe et de style, c'est plus du tout le même genre de correspondance. Voilà. Et pour le coup, le chancelier est également très formé à la française. C'est-à-dire le chancelier celui qui va faire office de chancelier au sein du consulat français de Barcelone, le premier chancelier également, c'est quelqu'un qui est notaire en fait, qui est formé, mais français. Alors que présentement, tous les actes de notarié du consulat sont passés chez des notaires catalans, en catalan ou en latin. Donc on voit un vrai changement de ce côté-là. Oui, merci beaucoup pour votre beau voyage. Avez-vous croisé dans vos recherches des traces de ce qu'on appelait les captifs chrétiens au XVIIe siècle, au rachat desquels se consacraient d'assez nombreux ordres religieux, dont les intentions n'étaient pas toujours très claires, et
qui pouvaient ressembler à des systèmes de collecte de fonds douteux. Avez-vous eu ces captifs chrétiens sous la plume de vos commerçants? Très peu. J'ai eu des allusions du côté de Majorque, des allusions du côté italien. Et là, il faudrait regarder le travail de Guillaume Calafate, par exemple, sur l'Italie. Le travail de Wolfgang Kaiser, qui a consacré sa recherche à ça. Il y a une seule affaire à laquelle j'ai allusion, ce ne sont pas des chrétiens, ce sont au contraire des esclaves en fait, que le consul récupère chez lui. Il va chez le notaire faire une déclaration comme quoi, à la suite de naufrage d'un navire, il a récupéré 18 personnes qu'il décrit comme des esclaves. Et quelques jours plus tard, il y a un autre acte de notaire qui indique qu'il n'y en a plus que 17. Et il est fait état qu'il est enterré sur la plage. Voilà. Enfin, il a manifestement commercé des êtres humains. C'est le seul élément que j'ai, mais ce n'est pas du rachat de captifs, c'est du trafic. Mais malheureusement, il y a le notaire chez qui il y a ces actes. Ensuite, les archives du protocole ont brûlé. Et donc, il y a des séries qui sont incomplètes. Et donc, je n'ai pas la suite, le fin mot de cette histoire, mais c'est la seule allusion que j'ai pu avoir à quelque chose qui se rapproche de votre question de manière très claire. Et après, dans la correspondance, il y a ce genre d'allusion avec Majorque. Les captifs sont évoqués plutôt pour Majorque. Voilà, donc, il faudrait regarder du côté du consul nommé à Majorque durant la période.